Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Au programme aujourd'hui de l'actu. Avant de plonger dans l'histoire, voici les titres du JT. Le réseau de transport d'électricité anticipe les risques de coupures partielles pour les gérer au mieux. Il n'y aura pas de blackout, mais 60% des Français devraient être concernés cet hiver par des coupures d'électricité. D'une durée maximale de 2 heures, elles seront annoncées la veille. Internet par fibre optique raccordé jusqu'à son habitation, c'est désormais possible dans 15 communes de la Casque. Le nœud de raccordement optique a été inauguré à Großbiederstroff. La FTTH, Fiber to the Home, devrait atteindre 100% de déploiement sur le territoire de la Casque durant le premier semestre 2023. C'est parti pour la pic période à la Poste. Le rush de distribution des colis a commencé avec le Black Friday et va se poursuivre jusqu'à Noël, puis reprendra en janvier pour les soldes. Les heures supplémentaires s'enchaînent pour les 92 salariés de la plateforme de tri de Woustviller. L'histoire de Saint-Nicolas racontée à travers un parcours au centre-ville de Sarreguemines, c'est la nouvelle animation proposée par l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Une idée plébiscitée par les enfants, les 3 sessions affichées complets. Et ce mois-ci, dans Histoire d'Histoire, on s'intéressera à l'une des plus anciennes paroisses du Pays de Bitche, la paroisse de Schorbach, avec notamment son ossuaire. Le projet semble mort et enterré. Jusqu'à 2500 emplois étaient espérés à Ambar avec l'implantation de l'usine de fabrication de panneaux photovoltaïques. A priori, il n'en sera rien. L'info a été dévoilée par PV Magazine, site spécialisé dans le marché solaire. Le projet d'implantation sur l'Europole 2 avait été annoncé à grand renfort de plans de communication et avait donné lieu à une enquête publique, mais la décision finale de construire l'usine en Moselle avait été retardée à plusieurs reprises. Entre-temps, le groupe REC, qui était détenu par des capitaux chinois, avait été racheté par l'Indien Reliance Industries, qui affirmait au départ être intéressé par ce projet dont l'investissement s'élevait à 680 millions d'euros, mais qui apparemment se dirigerait plus vers un investissement en Inde. Allons-nous devoir faire face à des coupures d'électricité lors de pics de grand froid ? Producteurs, transporteurs et distributeurs d'énergie anticipent et prévoient des mesures en cas de délestage. Parmi les acteurs sur le qui-vive pour limiter la casse, RTE, le réseau de transport d'électricité. Explication au cœur de la plateforme du Cange. Nous sommes ici à un carrefour entre la production et la distribution d'électricité. Le groupement de postes de Saint-Hubert, à Ucange, fait partie de RTE, le réseau de transport d'électricité. Ici, 225 000 volts sont transformés en 63 000, puis en 20 000 volts. Une plateforme essentielle qui se prépare aux potentielles coupures cet hiver. Elles vont être courtes, elles vont durer de l'ordre de 1 à 2 heures et ce sera ciblé sur certaines régions de France. Et c'est indépendant en fait entre l'endroit de production et l'endroit de consommation. Mais le gouvernement assure qu'aucun département ne sera touché en entier. Au total, 60% de la population pourrait être concernée. Chez RTE, on se veut rassurant. Tout d'abord, il n'y aura pas de blackout. Ça, je peux le préciser. Le réseau mosellan, comme l'ensemble du réseau français, est interconnecté. Donc il n'y aura pas plus de problèmes en Moselle qu'ailleurs en France. La météo clémente de ces derniers jours pourrait laisser place à une période de froid plus intense début 2023. Des précautions seront donc prises en conséquence. Là, on fera appel à certains dispositifs. On demandera aux gros industriels de s'effacer. On agira sur la tension ou alors on fera appel au système EcoWatt. Il s'agit d'une application pour surveiller l'état du réseau, notamment sur notre département, et d'être alerté d'une coupure la veille de cette dernière. Ce qui doit permettre aux citoyens de gérer la consommation et d'actionner des éco-gestes. Il y a 2 périodes dans la journée qui sont importantes et que nous pilotons au plus juste. C'est 2 pointes, de 8h à 13h ou de 18 à 20h. Si tout le monde se met à 19 degrés sur ces pointes pendant la période hivernale, ça nous permet d'économiser entre 1300 et 1600 MW. Ça équivaut en fait à 60% de la consommation de la Lorraine. Coupure, panne ou autre incident, les alarmes seront traitées ici au poste de commande. Dès réception d'une alerte, les équipes d'astreinte feront tout leur possible pour maintenir l'équilibre entre offre et demande.
6 à 10 délestages seraient nécessaires sur la période de Noël, touchant 6 millions de personnes en France. Ces coupures seront localisées sur des lignes électriques regroupant 2000 abonnés et dureront au maximum 2 heures. Le gouvernement a d'ailleurs demandé au préfet d'anticiper des mesures exceptionnelles pour préparer les habitants et les entreprises. Le but, réduire à 38% la consommation dans les zones concernées. Laurent Touvet, préfet de la Moselle, assure qu'aucun Mosellan ne sera pris par surprise et que les sites prioritaires seront épargnés. Je vous propose de l'écouter. Ça ne sera pas un scénario catastrophe. Nous nous préparons. Nous voulons absolument éviter la catastrophe qui serait la panne généralisée. Nous avons travaillé sur cette question pour qu'il y ait des sites dits prioritaires, c'est-à-dire ceux dont l'activité est absolument essentielle et qui, eux, ne se verront pas coupés. Alors principalement, ce sont les sites hospitaliers, les centres de secours, des lieux stratégiques, des lieux militaires, des sites de distribution, les péages autoroutiers pour éviter que les barrières ne restent fermées, et ces sites-là ne seront pas coupés. Alors les écoles, pour éviter que les enfants soient accueillis dans des conditions dégradées, lorsque la veille au soir, on sera informé qu'il y a une possibilité de coupure dans telle ou telle commune ou dans tel ou tel quartier, eh bien, les parents seront informés par les écoles et ils seront invités à ne pas envoyer leur enfant à l'école le lendemain matin. Des précisions supplémentaires ont été apportées, notamment suite à une réunion en préfecture avec les représentants des TPE-PME. Les coupures d'électricité de 2 heures maximum seront dans le créneau 8h-13h ou entre 18h et 20h. Elles n'auront jamais lieu le week-end ni durant un jour férié. À J-3 avant l'éventuel délestage, un signal orange ou rouge préviendra du risque de coupure. À J-2, le délestage sera annoncé mais sans précision de la zone géographique. Et en cas de délestage, les fournisseurs d'électricité préciseront la veille à 17h la carte des départements concernés avec les rues précises ainsi que les horaires de coupure. La recommandation est donc de consulter, voire de télécharger l'application www.monecowatt.fr et de renforcer les éco-gestes, en particulier en cas d'alerte. Il faudra avoir de l'électricité pour en profiter, mais la vraie fibre est enfin disponible dans 15 communes de la Casque. Les habitations sont désormais reliées au réseau FTTH, Fiber to the Home, ce qui signifie que les maisons sont connectées directement à la fibre. L'inauguration du nœud de raccordement optique à Groß-Biederstroff a eu lieu en présence du président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ainsi que de membres de l'entreprise XP Fibre qui s'occupe de l'installation de la fibre. Reportage d'Emilia Zell et Thibaut Desmerlet. La fibre arrive à présent jusqu'à l'habitant. Après 8 mois de travaux, les câbles sont branchés et prêts à délivrer un meilleur débit aux habitants. La commune de Groß-Biederstroff a inauguré le nœud de raccordement optique, ou NRO, permettant d'amener la fibre jusqu'aux maisons dans plusieurs communes de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Auparavant, la fibre s'arrêtait au dernier amplificateur, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres des maisons. Elle était ensuite amenée jusqu'aux habitations avec des câbles en cuivre qui permettaient néanmoins d'avoir un bon débit. Ces câbles sont à présent remplacés par de la fibre. C'était compliqué, effectivement, et nous sommes très heureux d'aboutir, c'est clair, et surtout pour pouvoir apporter un très beau service à la population. C'était notre objectif, et puis voilà, c'est un moment important. La commercialisation va démarrer dans quelques jours et nous pouvons donc apporter ainsi un service de très grande qualité aux différents foyers qui le souhaitent. Les 2 NRO de Groß-Biederstroff et Wouswiller distribuent la fibre dans 30 armoires de rue dans les différentes communes. Le réseau a été déployé par l'opérateur d'infrastructure XP Fibre. Le territoire de Sarreguemines est couvert à 80% par la FTTH, Fiber to the Home, comprenait fibre jusqu'à la maison, mais l'entreprise espère atteindre 100% de déploiement au premier semestre 2023. Les 1% restants, comme on a pu le mentionner, ça va être tout ce qui va être les différents collectifs. Donc on vous l'a expliqué, pour pouvoir venir poser nos boîtiers fibres dans les collectifs, il nous faut passer d'abord une convention avec les propriétaires, les syndics. Donc c'est toujours les dernières prises, si vous voulez, dans un déploiement qui restent et qui sont un peu plus compliqués à aller chercher. Rappelons que c'est XP Fibre qui finance l'opération de mise en place de la fibre dans ces 15 communes autour de Sarreguemines.
Le compte à rebours avant Noël a officiellement démarré. Les agents de la Poste à Woustviller sont en plein dans le rush des colis, un mois qu'on appelle la peak période avec 33% de colis supplémentaires. Reportage au cœur de la plateforme de tri avec Marie-Morgane Pires. On pourrait les considérer comme les lutins du Père Noël, les facteurs et les agents de tri des colis. À la plateforme de courrier de Woustviller, le rush a démarré fin novembre avec le Black Friday. Et depuis, l'amas de colis ne fait qu'augmenter. Habituellement, on est sur un trafic journalier d'environ 1400-1500 colis. Novembre-décembre, c'est forcément le mois fort de l'année. On est plus sur du 2000-2200 colis, avec des pics qui peuvent aller jusqu'à 3000, 3500, voire 4000 pour les plus gros jours de l'année. Pour les 92 salariés de Woustviller, qui livrent 47 communes, cela demande de l'adaptation. Les équipes de tri sont renforcées, mais il n'y a pas eu de recrutement spécifique pour la fin d'année à Woustviller. Alors les heures supplémentaires s'accumulent. Les journées sont plus longues, sont très longues. Des fois, on est obligé de venir 2 fois pour charger, parce que je fais Sarreguemines, Neuvegrange. Donc alors, ça ne rentre pas tout. Donc je fais déjà tout ce qui est paquet Sarreguemines. Je reviens ici, je charge Neuvegrange et je pars sur Neuvegrange. Les colis sont plus nombreux, mais aussi plus encombrants et plus lourds, jusqu'à 30 kg. La plateforme a aussi adapté les espaces de travail des agents pour les rendre plus ergonomiques. Alors ça fait 2 ans qu'on a déjà, c'est les tables roulantes qu'on a ici. Donc on a fabriqué nous-mêmes. Ça permet à moins de toucher colis, moins de porter colis surtout. Parce que mine de rien, sur une journée, au bout de 30, 40, 50, 60 colis portés à chaque fois, 7-8 kilos, faites l'addition, c'est vite beaucoup. La pic période va durer jusqu'à Noël pour reprendre au mois de janvier lors des soldes avant de revenir à un flux normal. A noter que la Poste prend aussi en charge les lettres adressées au Père Noël. Les enfants peuvent lui envoyer du courrier et leur liste de cadeaux au pôle Nord. Il se fera une joie d'y répondre. L'Office de tourisme de Sarreguemines ne manque jamais d'idées pour créer de nouvelles sorties. Après l'escape game au château de Schneider pour Halloween, l'équipe a créé une animation inédite pour la Saint-Nicolas destinée aux enfants. Et un succès puisque les trois sessions proposées ont affiché complet. Marie-Morgane Pires a suivi cette escapade. Pour l'accompagner en voyage, Saint-Nicolas a choisi le plus humble et le plus sage. Des animaux de compagnie, un tout petit âne gris, comme là-bas. Découvrir la légende du Saint-Nicolas à travers de multiples anecdotes. C'est l'animation qui était proposée aux enfants par l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Ségolène, leur guide et conteuse du jour, a établi un parcours qui a transporté les familles au cœur du marché de Noël. Au fur et à mesure de leur périple, les enfants ont pu aussi compléter leur livret composé de jeux. Après un dernier arrêt à la médiathèque pour évoquer le Père Fouettard, retour à l'Office de tourisme où une surprise les attendait. Le Saint-Nicolas sera de retour samedi à Sarreguemines pour son traditionnel défilé dans les rues du centre-ville. Dans un instant, on s'intéresse à une autre histoire, celle de la paroisse de Schorbach. On regarde d'abord les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, la journée est dominée par le gris, le soleil est souvent occulté par les nuages. Attention aux gelées du matin, soyez prudents sur la route. Le thermomètre indique moins 2 degrés le matin, 2 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux pierres, le soleil se lève à 8h17 et se couche à 16h37. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et je le dis en pesant mes mots, en sachant ce qu'est la solitude. Lorsque vous êtes mal accompagné, non seulement vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, mais vous vous privez de faire de nouvelles rencontres. Une relation doit vous apporter quelque chose, vous devez vous sentir aimé, exister dans le regard de votre compagne. C'est là le cœur de mon métier, vous apporter ce petit quelque chose qui vous permette une relation donnant-donnant, de trouver votre équilibre affectif. Avenir Complice vous accueille à Metz, Sarreguemines et Terville.
Revivez les meilleurs moments sportifs de 2021 et 2022 en présence d'Aurélie Muller, triple championne du monde de natation, Yann Schrub, médaillé de bronze au championnat d'Europe, et de Michel Ladjic, gymnaste sarregueminois et finaliste de l'édition 2022 de Ninja Warrior. Rendez-vous pour le palmarès sportif à l'hôtel de ville de Sarreguemines le mardi 13 décembre à 18h. Début de la cérémonie 18h30, entrée gratuite. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée? Intermarché! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier? Intermarché! Des fruits et des légumes bien frais? Intermarché! Et le pain pour les toasts de mes invités? Intermarché! Bref, pour les fêtes, où je dois aller? Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Découvrez jusqu'au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines où plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des spectacles, des marchés de producteurs locaux, des expositions, des animations, mais aussi de la musique de Noël. Vivez entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie. Un événement proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Plus d'informations sur noël.sarreguemines.fr. La saison du football bat son plein et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose le SFC à l'équipe de Pienne ce dimanche à 14h30 en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. Schorbach a été un village et une paroisse bien avant Bitche. D'ailleurs, les habitants des villages au pied du château de Bitche se déplaçaient à Schorbach pour le culte. Notre magazine Histoire d'Histoire vous emmène aujourd'hui à la découverte du patrimoine de cette ancienne grande paroisse du pays de Bitche. Je vous laisse découvrir en vous souhaitant déjà une très bonne journée. Bienvenue à Schorbach, à un jet de pierre de Bitche. Sa paroisse a été pendant longtemps l'une des plus importantes du pays de Bitche. Elle est l'une, voire la plus ancienne paroisse du pays de Bitche. La paroisse de Schorbach, comme celle de Walsbronn, est l'une des plus anciennes du pays de Bitche. Toutes les deux dépendaient de la célèbre abbaye de Sturzelbronn. Mais au départ, nous sommes en 1143, elle est consacrée par le légat du pape vers plusieurs saints, Saint Léger, Saint Laurent, la Vierge Marie et beaucoup d'autres, comme le présente ce tympan. Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'une reconstitution sans doute du milieu du XVIIIe siècle. En 143, l'arrivée des premiers moines vers Sturzelbronn, la paroisse, le patronage et les dîmes dépendaient de plusieurs comtes. Les comtes d'Eberstein, liés au pape Léon d'Alsace, mais aussi à la Petite Pierre et beaucoup d'autres. Il faudra près d'un siècle pour que l'abbaye de Sturzelbronn récupère l'ensemble des droits sur cette paroisse. Cette paroisse, à cette époque,
a de nombreuses annexes, jusqu'à Rierswiller, mais aussi Bitsch, puisque Bitsch, à l'époque du Moyen-Âge, c'était simplement le château. Et ainsi, la paroisse était positionnée à Schorbach. Comme on le constate, le cimetière est positionné des deux côtés de l'église de Schorbach, au contraire de certaines paroisses où le cimetière est excentré du bourg. On a aussi une preuve de l'ancienneté de la paroisse par l'ossuaire qui se trouve derrière moi, où à l'époque, tous les 30 ans, les corps étaient ressortis devant une cérémonie en présence de la famille et les os déposés dans cet ossuaire. Monument insolite et intrigant, voici l'un des édifices les plus connus du pays de Bitsch et pourtant celui qui suscite encore le plus d'interrogations. Classé monument historique depuis 1929, l'ossuaire de Schorbach, commune voisine de Bitsch, n'a pas encore révélé tous ses secrets. Il a été édifié au XIIe siècle selon certains auteurs ou au XVe selon d'autres. Son architecture toutefois est semblable à celle du clocher de l'église qui lui est de 1150. Il est décoré de 11 arcades soutenues par 9 colonnettes, toutes différentes, et un pilier. On pense que l'exiguïté du cimetière autour de l'église forçait la population à déterrer ses morts après un certain laps de temps et à leur donner une seconde sépulture définitive dans une fosse protégée. On trouve ici plus de 100 mètres cubes d'ossements s'étalant sur une période allant du XIIe siècle à la Révolution française. La grille qui protège les ossements a été apposée en 1904 à l'initiative de la Société d'histoire et d'archéologie. Une autre hypothèse évoque la présence non loin de là d'un Freudenberg ou Montjoie, un lieu qui aurait abrité une relique importante. Il était d'usage chez les derniers mérovingiens de réunir plusieurs sépultures près des reliques d'un saint, le plus souvent au pied de l'église. On aurait donc affaire ici à l'un de ces martyriats. Les deux têtes grimaçantes dans les voussures des arcades représentent sans doute des têtes de mort et appellent le pèlerin qui s'est arrêté au Montjoie. À une époque où la mort faisait pleinement partie de la vie de toute la communauté, les ouvertures en arcade permettaient à ceux qui passaient autrefois de voir les os entassés à l'intérieur et de méditer sur le sens de la vie et de la mort et prier pour le repos des âmes des trépassés. Nous venons de voir une figure humaine sur l'ossuaire, mais il en existe aussi derrière moi sur l'église reconstruite vers 1774. Mais à la même époque, les bourgeois de Bitsch insistent auprès de l'abbaye de Sturzelbronn pour avoir leur propre église. Finalement, le XVIIIe siècle, c'est le début du grignotage de la vaste étendue de Schorbach avec l'emplacement de vicaires tant à Rierswiller, Bitsch ou d'autres lieux. Si bien qu'à la Révolution, Schorbach sera isolé et perdra sa figure de très grande paroisse du pays de Bitsch. L'église de Schorbach, sous le patronage de Saint Rémy, possède encore aujourd'hui des éléments de mobilier et d'architecture remarquables. Nous voilà devant le vitrail qui représente Saint Léon IX. Ce vitrail date de 1965 et qui vient de Strasbourg, la maison haute, frère. Léon IX, pape alsacien, mosellan, Dabo et Gisheim. C'est les deux lieux, mais comme Dabo était en Alsace, on se contente de dire en Alsace. Était. Et puis derrière, vous avez une représentation d'une église de Rome, le Vatican. Léon IX, qui laissera aussi au pied de l'église un souvenir bien marqué, bien ancré, puisqu'on dit qu'un de ses proches est passé par ici pour venir consacrer cette grande et belle église mère du Bitschland.
Nous voilà au pied de la chaire à prêcher. C'est ici qu'autrefois on faisait les sermons, c'est-à-dire on sermonnait, on aimait bien faire cela. Cette chaire a une particularité qu'elle est d'un certain âge, bien sûr, entretenue. Elle a aussi l'ange tout à fait en haut avec son instrument de musique qui nous fait penser à l'Apocalypse. 4 personnages au premier lieu, les 4. Donc vous avez Matthieu, Marc, Luc, Jean, et chacun représenté par un animal ou par un humain. À partir de Vatican II, ça ne sera plus qu'une pièce de souvenir, un peu du passé si on peut le dire, parce qu'on est parti devant à Lambon avec une sonorisation. Voilà, nous sommes dans le cœur de l'église. Donc nous avons les 14 stations. Nous avons donc la bourse de Judas. Ensuite, vous avez le flambeau et l'épée portée par les gardes venus pour l'arrestation de Jésus. Le coq annonçant le reniement de Pierre. Après, vous avez la croix glorieuse, donc la dernière station, la croix glorieuse. Et vous avez ensuite ce qui est symbolisé par le linceul, le tombeau et le tombeau vide, puisque là c'est un tombeau. Le couvercle mis de côté pour montrer qu'il y a la résurrection. Mais c'est une particularité de ce lieu. Et je crois que c'est ça le plus important. Qu'on trouve quelque chose ailleurs en même temps, bon, je veux bien, on peut trouver. Mais ce qui symbolise cette église, c'est justement ce chemin de croix, toute cette histoire, qui commence par l'Eucharistie, donc on pense à la Semaine Sainte, Jeudi Saint, et ça finit par la résurrection. Nous sommes à Pâques. Donc nous avons fait le tour des 3 jours ou des 4 jours importants dans sa Semaine Sainte. Donc nous sommes ici à la Felsenkapelle, la chapelle des Rochers, qui est à l'entrée de Schorbach quand on arrive de Bitche, quand on arrive de Anvillers. Plus ancien que la chapelle, sur ce site, il y a la croix qui est à côté, qui date du 19e, même si on n'en sait pas davantage au niveau de sa date d'érection. Une croix qui était assez intéressante parce qu'on a par exemple en bas un motif un peu original dans la région, plutôt une combinaison de 2 motifs qu'on a rarement ensemble. On a à la fois la Vierge au pied de la croix qui reçoit son fils dans les bras, ce qu'on appelle une Vierge de pitié, une pietà, et en même temps, le sculpteur a combiné un autre thème lié à la Sainte Vierge, c'est Notre-Dame des 7 douleurs. On voit que alors si c'est pas directement son cœur, mais elle est transpercée de 7 épées différentes, les 7 douleurs qu'elle a connues dans sa vie. Et ici, le sculpteur a fusionné les deux, ce qui est assez rare dans l'iconographie. Et à la fin du 19e siècle, donc en 1872, une date qui apparaît tout en haut au sommet de la façade de la chapelle. Donc une chapelle est érigée à côté de la croix. On nous dit qu'elle est érigée par la paroisse, on n'en sait pas davantage. C'est une chapelle de plan assez simple, avec un petit clocheton en haut, surmonté d'une croix. Et ce qui est assez original sur la façade de la chapelle, c'est qu'elle réutilise, on a réemployé dans les murs de la façade, différents éléments en pierre qui, très certainement, il n'y a aucun doute, étaient des parties de croix plus anciennes. Nous sommes ici au pied du chevet de l'église Saint-Rémy, au bordure de la rue principale. Nous avons une croix monumentale qui est une croix d'épidémie. La date était inscrite au pied du socle, mais malheureusement elle n'est plus lisible depuis la Seconde Guerre mondiale. On sait, parce que des relevés avaient été faits, que c'était la date 1737 qui était notée ici. C'est une croix qui a été érigée donc, à un moment d'épidémie et qui donc tout naturellement représente des saints qu'on invoquait dans ces cas-là. Donc au-dessus, vous avez des saints qui sont habituellement au pied de la croix, la Sainte Vierge et Saint Jean. C'est normal sur une croix quelconque. Par contre, vous avez 2 personnages plus rares. Vous avez Saint Vendelin, à gauche, qu'on représente avec sa houlette de berger, avec sa gibecière, son petit sac, et ses moutons à ses pieds. Et de l'autre côté, vous avez Saint Sébastien,
qui est simplement vêtu d'un linge à la taille, parce qu'il est en train de subir son martyre, c'est-à-dire qu'il est transpercé de flèches. Si on regarde de près, alors elles sont sculptées simplement en bas-relief, donc on a du mal à les voir, mais on distingue très bien les flèches qui représentent l'instrument de son martyr. Nous sommes donc maintenant plus d'un siècle après la croix d'épidémie du centre du village, et nous avons une autre croix ici, tout près du terrain de foot actuel. Une croix qui date de 1854, année durant laquelle il y a eu une nouvelle épidémie dans le village, une épidémie de choléra, et pendant laquelle la population a prié spécialement deux saints comme on invoque pendant les épidémies. Ici, on retrouve le même saint Vendelin qu'on avait déjà tout à l'heure, mais accompagné cette fois de saint Roch. Et la paroisse a érigé cette croix en remerciement. Vous avez une belle inscription au pied de la croix qui raconte ces conditions, des directions de la croix. Et puis 100 ans plus tard, en 1954, la paroisse a érigé à quelques mètres de la croix une chapelle pour commémorer ce 100e anniversaire, donc l'anniversaire de cette épidémie, et aussi très certainement pour rendre grâce après la fin de la Seconde Guerre mondiale. On retrouve donc la date 1954 sur la façade, et à l'intérieur, on retrouve, encadrant l'autel de part et d'autre, les statues des mêmes saints, saint Vendelin et saint Roch. Donc un peu plus haut, quelques centaines de mètres avant la tombe bavaroise, nous avons la chapelle Sainte-Thérèse, une chapelle qui a été construite par les familles Aubringer tout de suite après la Première Guerre mondiale, entre 1919 et 1920, et qui n'a pas pu être consacrée à Sainte-Thérèse, parce qu'en fait Sainte-Thérèse n'était même pas encore canonisée à ce moment-là. Donc le curé a consacré la chapelle à la Sainte Famille, et dès 1925, donc dès l'année de la canonisation de Sainte-Thérèse, la chapelle a été consacrée à Sainte-Thérèse. La chapelle a donc été construite en 1919-1920, et dès l'année suivante, 1921, c'est un fils du couple Aubringer qui avait construit la chapelle, qui a érigé la croix ici, à côté directement de la chapelle, qui porte la date d'érection 1921. Et la tradition nous dit qu'il l'a érigée suite à une promesse qu'il avait faite à ses parents. Et la grande niche qui orne le fût était... Il y avait deux statues à l'intérieur, de Saint-Pierre et de Sainte-Reine, Sainte-Régine, qui étaient les saints patrons de ses parents, deux statues qui malheureusement ont disparu depuis. Nous voyons donc que les siècles passant, la piété n'a pas diminué à Schorbach, en tout cas elle s'est renouvelée, elle s'est modifiée. Les saints ne sont plus les mêmes, on n'invoque plus forcément les saints pour être protégés des épidémies, mais la religion, la piété a continué à occuper l'espace tout autour du village jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est le Centre d'art qui vous invite à la réflexion à travers les œuvres d'inspiration biblique de Joseph Pearce. Si Schorbach, au fil de son histoire, a perdu son statut d'origine, elle a retrouvé un peu de son influence en devenant la paroisse mère de la communauté de paroisse Saint-Benoît et la résidence de son curé.